Nous allons sans plus tarder entrer dans les textes, si vous le voulez bien. Alors, ces textes. Vous allez voir que je manie désormais un peu mieux le potentiel de zoom, les partages d'écran et tout ça. J'ai fait un vrai effort cette semaine. Alors, commençons donc par un rapide rappel sur euh, le point qui nous avait valu une conclusion assez définitive dans les lois. Donc les lois, c'est un texte très tardif de Platon. C'est un texte qui est à rapprocher de la République, mais au sens où la République de Platon est très connue. C'est un traité d'éducation et de politique. Quel sera le citoyen idéal de la future cité idéale? Les lois est un texte, on va dire, peut-être plus conservateur et qui est un texte qui, en ce sens, est un texte, on va dire, peut-être plus politique et moins tourné vers l'éducation. Ici, pourtant, Platon envisage au livre 7, certes, dans les lois, un certain motif qui peuvent conduire à la désagrégation du corps politique et donc de la cité. Alors, quelles sont-elles? Eh bien, il prend l'exemple des poètes, musiciens, donc, et aussi des hommes de culture. Musiquer, on l'a vu plusieurs fois, c'est plus la culture, le musique, que la musique spécifiquement. Eh bien, il prend l'exemple des hommes de culture qui se fondent sur un seul critère dans leur définition de leur art, c'est le plaisir qu'ils procurent à leur auditeur. Donc, vous voyez ici, il y a des mots très très forts. Dans la frénésie de plaisir qu'il est possédait plus que de raison, ils mêlèrent traînes et hymnes, péants et dithyrambes, donc différents styles musicaux, imitèrent sur la cithare le jeu de la flûte, ramenèrent tout à tout, et sans le vouloir, eurent l'inintelligence de lancer contre la musique cette calomnie. Quelle est cette calomnie? Il n'existe pas la moindre orthodoxie musicale. Et le plaisir de l'amateur, qu'il soit noble ou vilain, cet amateur, décide avec plus de justesse. Donc le critère devient le plaisir qu'on entend à l'écoute. Pourquoi est-ce un scandale pour Platon? Un scandale au sens fort du terme. Scandale, ça a une origine religieuse. Pourquoi est-ce un scandale religieux, politique, philosophique pour Platon et en premier lieu éducatif? C'est un scandale parce que, en se fondant sur ce qui nous plaît, eh bien, comme on l'a vu la dernière fois, on tourne les yeux et en un sens les oreilles vers le bas. On tourne les yeux vers ce qui est sensible. On tourne les yeux vers le corps, vers ce qui plaît à l'oreille, vers ce qui plaît au regard, vers ce qui plaît finalement à la partie la moins noble en nous. Mais qu'est-ce qu'on oublie par là même? Eh bien, on oublie l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est-à-dire, ici, c'est les principes immuables, l'opinion droite, orthodoxie, étymologiquement, mais c'est surtout les principes immuables de la musique. Et ces principes immuables de la musique, ils nous dirigent vers quoi? Nous l'avons dit plusieurs fois, vers la musique des sphères. Alors voilà, quel est le premier versant, de manière générale, de la pensée platonicienne de la musique? Un versant qui, du point de vue des instruments aussi, propose une tension très importante entre la lyre notamment à 7 cordes, comme le nombre des sphères, ou la cithare, qui a plus de cordes, mais qui reste aussi un instrument privilégié par Platon, parce qu'il peut, dans sa notation, on peut reproduire l'harmonie mathématique des sphères, d'un côté, et de l'autre, l'holos, donc c'est une espèce de double hautbois, ça ressemble un peu à une double flûte visuellement, mais c'est plus proche de la clarinette du hautbois sur le son. L'holos, ou la flûte de Pan, qui est l'instrument non pas divin, mais l'instrument du satyre, l'instrument qui est fait pour nous plaire, l'instrument qui nous ramène à notre condition de mortel. Et évidemment, pour Platon, cette alternative-là, entre d'un côté la musique noble des sphères, des instruments comme la cithare et la lyre, et de l'autre côté, cette musique qui mélange tout, qui pense que seul le plaisir doit dominer, et qui fait des hymnes de l'harmonie divine une musique pour les masses, pour le plaisir. Pour Platon, c'est un scandale, c'est une forme de trahison de la raison d'être même de la musique.
Et c'est pour cette raison que je vous avais dit qu'en un sens, la musique de Platon est faite pour les sourds. Et là, on avait évidemment vu Beethoven, parce que la musique de Platon, c'est une musique qui est une musique dont les principes sont avant tout mathématiques, dont finalement, qui ne réclame qu'une chose, c'est que nous tournions notre regard vers les cieux, vers les astres, donc vers l'harmonie des sphères, c'est-à-dire vers les principes mathématiques qui régissent les relations entre les sphères. À partir de là, toute autre forme de musique sera une forme dégradée de cette musique qui est la musique la plus haute et qui est l'hommage le plus haut que l'on puisse faire aux muses en les reliant aux réalités mathématiques. Ça, nous l'avons vu, ce sont ici les premiers et je dirais les plus grands principes, l'orthodoxie platonicienne qu'il faut retenir. Cette orthodoxie platonicienne, cela explique en particulier que Platon, il est très connu pour ça, il est souvent critiqué pour ça, justement ou injustement, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas de dire qu'un philosophe a tort ou raison, ce qui est intéressant, c'est de comprendre sa logique pour voir ce que nous, on peut en tirer pour nos existences propres. Eh bien, c'est pour cela, entre autres, qu'il exclut, au livre 10 de la République, les poètes de la cité. Donc, sur cette base-là, eh bien, on pourrait dire bonsoir, messieurs, dames, on n'a plus grand-chose à dire. Les poètes sont exclus de la cité. Les musiciens, dont on sait, les musiciens au sens où on l'entend, qu'ils accompagnent les poètes, et les poètes, toute poésie se dit toujours accompagnée de la lyre ou du. Enfin, c'est plus facile d'accompagner de la poésie avec la lyre, parce que si vous avez une flûte dans le bec, c'est plus compliqué. Fatalement, vous ne pouvez pas lire votre poésie. Mais dont on sait effectivement, donc ces poésies, ces poètes et les tragédies elles-mêmes qui sont toujours accompagnées de musique, eh bien, sont exclus de la cité. À partir de là, il semble que la relation de la musique à Platon soit une relation pour les sourds, ce qui est, on en conviendra, assez problématique. Mais allons un peu plus loin. S'il est vrai qu'on peut comprendre le rapport philosophie-musique chez Platon comme un rapport de métaphore, d'image, de renvoi assez subtil ou d'analogie, eh bien, intéressons-nous à un autre texte dont on va parler maintenant, qui est le banquet. Le banquet, texte dans lequel Platon, justement, nous explique, on rajoute un E, nous explique comment le lien entre philosophie, amour et beauté forme un triangle complexe qu'il étudie, un triangle qui se noue ensemble par ce qu'on appellera provisoirement le désir, on va en parler tout de suite, mais plus encore, comment, pour nous en tout cas, cela peut nous aider à comprendre de manière plus nuancée ce que peut être la musique pour celui qui est désormais notre ami, Socrate et Platon. Alors, le banquet, c'est un texte fascinant, on va le voir tout de suite. Mais avant d'aborder le banquet, j'aimerais, avec vous, revenir sur quelque chose qui m'a fasciné quand j'ai fait mes affiches pour les ateliers. Attendez, hop, voilà, c'est ça. Vous avez peut-être remarqué que depuis 3 séances, je suis fasciné par la peinture et en particulier les poteries grecques. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça, parce que ça ne m'avait jamais trop intéressé. Sinon, que j'avais remarqué qu'il y avait des poteries à fond blanc et dessin noir, et d'autres poteries à fond noir et dessin blanc. Et en fait, ça correspond à des périodes bien tranchées. Et je me sers de ça non pas pour faire une parenthèse et gagner du temps, vous savez que j'ai jamais assez de temps, donc c'est nullement mon intention, mais pour revenir sur, encore une fois, utiliser d'une métaphore pour parler de Platon, qui est sans doute le philosophe métaphorique par excellence, c'est ce détour par la peinture et par les évolutions de l'art de la peinture en Grèce pour mieux comprendre ce dont il est question quand nous parlons de philosophie et de musique chez Platon. Alors, à gauche, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une poterie
blanche. Je crois que c'est à peu près du VIe siècle, qu'on pourra dire relativement traditionnelle, qui se retrouvait dans toute la Grèce. Des poteries et des vases grecs. Alors, il y a toutes les formes. Il y en a des immenses, des cratères, ce qu'on appelle des cratères, où il y a des plus petits, des petits vases, des petites urnes funéraires. On en a conservé à peu près 50 à 60 000. Et on en a conservé des très anciennes. Donc, celle-là est du VIe siècle. Et cette poterie du VIe siècle athénien, eh bien, elle est en fait représentative d'un art qui s'était généralisé en Grèce et qui consistait en fait à peindre sur un fond blanc, donc comme vous le voyez sur la gauche, des dessins en noir et à graver, à inciser en blanc pour donner l'illusion du relief. Alors, on gravait, donc ça veut dire, et puis ensuite on cuisait. Et donc on a à ce moment-là un vase en céramique. Alors le problème, c'est que comme on grave avec un petit burin, ça donne des traits magnifiques parce que ce sont des artistes incomparables, mais ça ne donne pas les nuances, certaines nuances sur les tissus, sur les voiles, sur les expressions du visage et même sur, on va dire, l'humanité de l'homme, éventuellement l'expression de sentiments. Et il y a un peintre, et je me suis fasciné pour ce peintre extraordinaire, le peintre Dandokides, qui, on estime qu'il a travaillé à la toute fin du 5e siècle, donc entre moins 535 moins 515, ces années d'activité. Et donc il y a ce peintre qui a une idée géniale. Il se dit, et si on faisait l'inverse? Si on faisait, ça s'appelle les figures rouges, la peinture rouge, si on faisait des fonds noirs, oui, pardon, si on faisait justement des fonds colorés, des fonds noirs ou rouges, sur, comme vous le voyez complètement à droite, celle de droite, c'est la meilleure représentation, sur un fond noir. C'est-à-dire que vous avez le fond noir brillant, et puis vous avez ces figures. Alors là, on ne le voit pas bien, mais elles sont jaune-blanche, mais on appelle ça des figures rouges, parce que c'est de la céramique, donc c'est une terre très rouge au départ, qu'on va cuire et qui donc va s'éclaircir. Et il a cette idée géniale, parce qu'il dit, si on fait ça, ensuite, je peux peindre en noir et faire des dessins beaucoup plus fins. Je n'ai pas besoin d'un burin qui va me donner une forme de manque de finesse, qui va, on va dire, atténuer la finesse des traits. Et donc, c'est cette idée complètement révolutionnaire. Et on voit qu'il y a littéralement une forme de renversement au moment même. Alors, c'est un siècle avant Socrate. Hein. Socrate, le banquet dont on va parler, historiquement, il est daté de 426. Le texte est écrit en 380, mais le banquet est daté de 426, 425. Eh bien, un siècle avant Socrate, on voit déjà qu'il y a ce renversement complet de perspective. Et c'est ça qui donne naissance à une nouvelle définition de la beauté. Avec donc ce peintre Dandokides, sa technique nouvelle qui permet beaucoup plus de finesse dans l'expression du corps humain, dans l'expression qui va même conduire, c'est pour ça que je les ai mis, ces deux vases-là, à ce qu'on appelle des vases bilingues, c'est-à-dire des vases qui mélangent le blanc, le noir, le fond noir sur fond blanc, des choses très complexes, beaucoup plus complexes, comme vous le voyez, que le vase de gauche, qui est magnifique aussi. Je ne vous ai pas mis des vases les plus moches, mais ces vases, plutôt un bon choix de vase, mais ces vases surtout témoignent d'un enrichissement et d'une plus grande subtilité à mesure qu'on avance, parfois de quelques années seulement. Donc ce sont vraiment des révolutions techniques qui conduisent à une meilleure représentation de l'humain. Et de la même manière en philosophie, avec Socrate, vous avez la même chose. Vous avez la même chose. Socrate, c'est un peu le peintre d'Andokides de la philosophie. Et on va voir que c'est aussi, dans une grande mesure, le musicien, le nouveau, comment dire, le révolutionnaire en musique dans le banquet. Eh bien, c'est celui qui va repenser de manière complètement dialogique le logos, repenser de manière complètement dialogique la politique, les grandes notions, les grands principes, les grandes vertus aussi, qui guident notre action et notre pensée dans la Grèce du 5e siècle. Et c'est cet héritage-là que partage Platon. Donc, ces peintures d'Andokides, ce passage en fait du noir sur fond blanc au rouge, on va dire, ou en tout cas, oui, au rouge ou blanc sur fond noir, c'est une audace incroyable.
et qui aboutit à une nouvelle esthétique, enfin pas une nouvelle esthétique chez les Grecs, à une nouvelle représentation de soi, une nouvelle représentation donc des grandes scènes de la vie grecque, puisque ces poteries, ces vases sont à l'origine en grande partie de notre connaissance de l'histoire des Grecs, à la fois des mythologies, mais aussi de leur vie quotidienne. Vous avez sur la gauche, par exemple, vous avez une scène de chasse. À droite, vous avez des soldats qui jouent ensemble. Il y a beaucoup de scènes sur le banquet, comme par exemple celle-là. Ça, c'est une scène de banquet. C'est approprié, puisqu'on va parler du banquet. C'est aussi un vase, c'est un peu incurvé. Et là, vous avez typiquement un vase polychrome, c'est-à-dire avec beaucoup de couleurs. Ça, je ne sais pas de quelle époque c'est, mais ça témoigne effectivement, ça doit être évidemment postérieur, ça témoigne d'une maîtrise, d'un affinement technique, et puis aussi d'une capacité à dire la vie, puisque là, on dit la vie quotidienne en plus. Donc voilà, je voulais faire cette parenthèse. Est-ce que vous avez des questions sur ces vases d'Endokides qui ont changé ma vie, j'ose le dire? Voilà, vous avez un nouvel homme. Content, j'ai découvert Endokides. Endokides, pour moi, c'était rien, c'était un nom qui sonnait grec il y a quelques semaines. Et puis en m'y intéressant, j'ai découvert un tonne de choses sur Endokides. Il y a beaucoup de ressources disponibles sur ce peintre mystérieux et son école. Alors, retour désormais à l'aridité, à la beauté, au mystère du texte de Platon. Je repars, vous m'avez assez vu, je repars ici. Donc, nous allons aborder un texte de Platon qu'on appelle un texte de maturité, qui est le banquet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce banquet? Alors, le banquet, déjà en grec, ça se dit symposium. Qu'est-ce que c'est qu'un symposium? Est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est qu'un symposium? N'hésitez pas à parler. Comme on n'est pas nombreux, j'ai une espèce de mouvement de folie. Je vais unmute tout le monde. Voilà. Hop, participants, ils sont où? Catherine, unmute. Oui, mais alors après, on va peut-être avoir des bruits de pharmacie, parce qu'elle est à la pharmacie. Gilles, unmute. Bon, Guy, il est toujours mute, mais on va l'unmute quand même. Bref, tout le monde est unmute. Jane, unmute. Et Edouard, pareil. Ah non, Edouard, lui, il est tranquille, il peut parler. Bon, parfait, il n'y a pas de micro. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un symposium? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est qu'un symposium? Vous pouvez lever la main aussi si vous souhaitez intervenir, quel que soit le propos. Un symposium, si je vous dis « Ah », je vous donne un exemple, une phrase assez riche, « Je vais à un symposium », qu'est-ce que j'entends par là? Ou, mieux que ça, meilleur exemple, « Ah, il y a un symposium ». Bon, vous avez deux exemples très, très concrets de ce que peut être un symposium. Qu'est-ce que c'est qu'un symposium? Alors, je vais vous aider. Ah, il y a un symposium sur le développement durable. Eh bien, un symposium sur le développement durable ou sur quelques sujets que ce soit, c'est de manière générale un congrès de spécialistes. C'est-à-dire, vous avez des gens qui thématiquement sont des experts dans un domaine, quel que soit le domaine, et qui vont se réunir, donc en général pour plusieurs jours, pour parler avec expertise d'un domaine donné. À l'époque de Platon, le symposium n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce qu'on voit sur ce... Attendez, comment on fait là? Voilà. Hop, voilà, j'enlève ça. Mais vous êtes tous libres de parler. Qu'est-ce qu'on voit sur cette scène, le banquet? Allez-y, hein, n'hésitez pas si vous voulez intervenir. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, oulala, il y a plein de monde là. Chat, 3 personnes. C'est une réunion pour discuter un sujet spécifique. Oui, Margaret, c'est tout à fait ça. Guy, qui n'est jamais en retard quand il s'agit de boire, de rire et de manger et d'écouter de la musique, nous dit on mange, on boit, musique. Exactement. Guy avait dit aussi conférence. Pardon, je rajoute tardivement à vos remarques. Eh bien c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'inverse. Ce sont des experts, mais d'un autre genre, pas sur le développement durable, plus sur la boisson et sur la boisson et le vin et sur la musique. Il y a 2 éléments centraux dans tout banquet, la nourriture, bon d'accord, mais surtout l'ivresse. Et cet élément d'ivresse se définit de 2 manières. À gauche, vous avez cette fille, la joueuse de flûte, qui est en fait une joueuse d'olos. L'olos, c'est le double basson dont on avait déjà entendu une émouvante
représentation par notre ami Barnaby Brown. Eh bien, le los, c'est cette chose-là, voyez-vous, ce double hautbois, pardon, pas double basson, double hautbois. Et puis, vous avez trois jeunes gens qui sont évidemment tous très beaux, enfin, tels que la représentation le suggère, musclés, athlétiques, qui ont en plus des couronnes qui indiquent que ce sont sûrement des musicos, c'est-à-dire des gens qui rendent hommage aux muses par leur poésie, par peut-être leur sagesse aussi, par leur connaissance. Donc, ce sont des représentations de ce qu'on appelle en Grèce le kalos kagaton, c'est-à-dire l'homme bel et bon, celui qui est à la fois bien dans son corps et bien dans sa tête, qui a été repris en latin par anima sana in corpore sano, qui a donné, enfin, théoriquement c'était mens sana in corpore sano, qui a donné une marque de sport que vous connaissez tous et toutes, qui est, c'est un piège, enfin c'est même pas un piège, je pense, je sais pas si vous savez ça, mais c'est toujours fait rire. C'est ASICS, la marque ASICS, ça vient de là. Anima sana, in corpore sano. Une âme saine dans un corps sain. Et ici, le kalos kagaton, c'est justement ça. C'est l'idée qu'on est à la fois bel et bon, on est bon moralement, et on a une beauté physique. Les deux vont de pair. De la même manière, on avait vu que le cosmos, l'harmonie des étoiles, c'est aussi une beauté pour les Grecs. Et bien là, on a une idée extraordinaire qui est que cette harmonie des étoiles se retrouve à l'échelle de l'humain, avec cette image de l'homme bel et bon, qu'on pourrait traduire de manière extrêmement plate à notre époque par a gentleman. A gentleman, c'est le type bien habillé, plutôt beau, et qui est bien éduqué, bien cultivé. Eh bien, le même idéal se retrouve chez, théoriquement, ces trois personnes que vous voyez à table. Alors, autre particularité, vous avez des femmes, mais ce ne sont pas nécessairement des courtisanes, ce sont des joueuses de flûte. Pourquoi? Eh bien, parce que à cette époque, la flûte, et particulièrement à l'époque de Platon, au 5e siècle, on l'avait vu, la musique a une efficace qui pour nous semble impensable et qui même à l'époque d'Aristote n'opère plus. C'est-à-dire qu'elle a vraiment cette puissance d'envoûtement, d'ivresse qui accompagne le vin. Alors le vin à l'époque, il est difficile de savoir quel type de vin ils buvaient, c'est sûrement un vin bouilli, c'est sûrement un vin coupé avec de l'eau, mais ils en buvaient beaucoup. Et si vous relisez le banquet, il est fait plusieurs fois mention du fait que Socrate ne soit jamais ivre, en tout cas qu'il ne soit pas ivre par le vin, donc jamais ivre physiquement, mais il est ivre par la pensée, mais pas par le physique. Et en fait, il buvait quasiment des cruches de vin. La cruche que vous voyez, les petits vases que vous voyez là sur les tables, par exemple, ce sont l'équivalent des verres qu'il pouvait boire. Et en bas, la grande vasque, une espèce de vasque, ça, c'est une amphore avec du vin. Donc, vous voyez que c'était vraiment une consommation où pendant plusieurs heures, on mangeait, on écoutait de la musique et on avait une discussion sur différents sujets. Le banquet de Platon, c'est exactement la même chose. Agathon, pour vous situer l'exemple, et c'est un dialogue extraordinaire. Si vous lisez la première page, vous serez déjà sous le choc. Moi, j'ai lu le banquet de Platon quand j'avais 20 ans, ça ne m'avait absolument pas marqué. Je l'ai relu il y a 2 semaines, et re-relu, et écouté. C'est extraordinaire. D'abord, c'est un texte dont la construction est vertigineuse. La construction du banquet de Platon. Vous avez, je reviens un peu parce que quand même, je trouve ça en soit un peu beaucoup. Vous avez deux hommes qui marchent vous avez deux hommes qui marchent dans la rue et qui se croisent sur le chemin. L'un est Apollodore, qui est un disciple de Socrate, et l'autre est Aristodème. Aristodème est plus vieux qu'Apollodore, et Apollodore lui demande « Ah, dis donc, j'ai entendu qu'il y avait un banquet récemment où Socrate apparaît-il tenu des paroles admirables. Est-ce que tu y étais ?» Donc ça, c'est le tout début. Et là, Aristodème répond « En fait, ça s'est passé il y a 30 ans. Je vais t'en faire un récit indirect. Un récit de récits successifs. » C'est-à-dire que deux personnes se croisent sur le chemin qui mène à Athènes et elles parlent d'un banquet qui s'est tenu il y a 30 ans et qui en fait est un banquet où plusieurs personnes
Donc vous avez Érysimaque, vous avez Agathon, vous avez Socrate évidemment, vous avez Pausanias, Phèdre et finalement Alcibiade, tiennent un discours sur ce que c'est que l'amour. Parce qu'ils disent, finalement, je crois que ça commence comme ça, de mémoire, on parle de tous les dieux, on rend hommage à tous les dieux et à toutes les vertus, mais on ne parle jamais de l'amour. Pourquoi ne pas faire un éloge de l'amour? Bonne idée, en effet. Éloge de l'amour. Éloge de l'amour, ça ressemble à un feuilleton télévisé de milieu d'après-midi, mais en fait, la puissance qu'il y a derrière tout cela, c'est que dans ces enchâssements successifs de discours, eh bien, on va voir que Socrate, comme d'habitude, va opérer une redéfinition du philosophique, proprement philosophique, de ce que c'est que l'amour. Et il va montrer qu'en fait, l'amour, ça va être son grand discours. L'amour n'est pas... Attendez, hop. Nassimi, voilà, merci. L'amour n'est pas ni bel et bon, ni bien ni mauvais, ni beau ni laid, mais il est une poursuite de ces notions-là. Donc, vous avez là une grande redéfinition, une grande réflexion autour de ce qu'est l'amour. Et cette définition de l'amour, ce travail de définition de l'amour, va conduire à une réflexion sur la beauté, une réflexion sur la philosophie. Et elle va surtout conduire, et c'est ça qui est essentiel pour nous, à mieux comprendre le sens de la philosophie pour Socrate. Et là, on voit qu'on n'est pas très loin, contrairement à ce qu'on a vu dans les lois et la République, mais c'est toujours cette tension, vous voyez, comme dans les vases qu'on a vus, eh bien, d'une philosophie comme ivresse. Mais une ivresse qui est tournée vers le beau, vers le bien, vers le vrai, et pas une ivresse qui est simplement une ivresse des beaux corps, une ivresse de la nourriture et une ivresse du vin. Et tout cela se passe où? Dans le lieu de l'ivresse, chez Agathon. Alors, qui est Agathon? Agathon, c'est un poète, plus exactement un tragédien, et il vient de gagner une grande compétition de tragédie. Il a tenu un discours devant 30 000 ou 20 000 personnes. Tous les invités au banquet étaient présents, et il a reçu une couronne, ce qu'on appelle les tresses, pour le désigner comme le meilleur poète de la cité. Donc, il est fou de joie. Il organise une grande fête à laquelle Socrate, qui n'aime pas trop les gens, n'est pas trop quand il y a beaucoup de foule, on peut le comprendre, décide de ne pas aller. Mais le lendemain, Agathon réinvite Socrate en disant « On sera en petite compagnie, on a beaucoup bu, et c'est vraiment dans le texte, vous verrez, c'est extraordinaire ce texte, on a beaucoup bu la veille, on a tous un lendemain de cuite très compliqué, donc on va juste, de manière amicale, s'asseoir en rond pour discuter. Il y aura un peu de vin, mais pas trop. Alors évidemment, les choses vont vriller, il va y avoir effectivement beaucoup de vin. Donc il s'assoit et Agathon lance cette espèce de défi, qui est un défi qui était une espèce de défi, on pourrait dire, héristique, au sens, c'est une forme de combat, de jeu d'esprit, de joute intellectuelle, où on dit, nous sommes tous très doués dans l'art du discours. Agathon vient de recevoir la plus haute distinction d'Athènes. Nous savons que Socrate nous dépasse tous, parce que lui, ses discours ne sont pas simplement beaux et superficiellement beaux, mais ils sont aussi des discours porteurs de sagesse. Pourquoi tout en écoutant de la musique, donc l'Aolos, et il cite la flûtiste, pourquoi pourquoi chacun ne donnerait-il pas sa version de ce qu'est l'amour? Une forme d'éloge de l'amour. Alors donc, vous avez chacun des participants qui va le faire. Socrate va arriver le tour de Socrate. Et là, Socrate va tenir un discours qui est encore une fois pas le sien, mais qui est un dialogue entre lui et sa femme, tenu apparemment 15 ou 20 ans avant. Donc vous voyez, vous avez encore un autre enchâssement, puisque le discours de Socrate est lui-même rapporté. Donc vous avez deux personnes qui se croisent, qui rapportent un discours qui s'est tenu 30 ans avant, deux personnes qui rapportent elles-mêmes, qui proposent des discours, et enfin de Socrate qui tient un discours qui s'est tenu avant. Aujourd'hui, nous verrons deux choses. Nous n'avons pas le temps de tout voir, mais nous verrons deux discours. Très rapidement, celui de Diotima, qui est essentiel. Le discours de Diotima, la femme de Socrate. Et puis, nous aurons suffisamment le temps. Nous verrons également le discours qui est magnifique, et nous entendrons le discours d'Alcibiade. Qui est Alcibiade?
il arrive à la fin. Il arrive à la fin du banquet et lui, en revanche, est complètement bourré. Il est complètement bourré, il le dit en des termes assez amusants, et il invite tout le monde à boire. Et il dit, bon, j'arrive à la fin du banquet, je vois que vous avez été très sérieux, vous avez parlé de philosophie. Moi, je veux bien faire à mon tour un discours, mais à la condition que tout le monde boive. Et Socrate en premier. Donc, vous voyez, vous avez une dynamique où l'ivresse, le vin finalement, conduit à une forme d'ivresse amicale et une ivresse de langage. Alors, commençons sans plus tarder. Je retourne, je disparais. Hop, youpi. Commençons sans plus tarder et revenons à notre vase. Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, je me suis multiplié en prouesses technologiques. Enfin, théorie. Voilà, regardez ça. Tac, projeté comme ça, c'est pas mal. Alors, au tout début du banquet, Socrate arrive. Alors, il est arrivé un peu en retard parce qu'il y a des détails biographiques très intéressants dans le banquet sur Socrate. Il est resté, comment dire, à un moment à contempler, d'abord en allant dans une autre maison, puis en restant dans le vestiaire à un autre moment. Il est resté contemplatif pour réfléchir à certaines idées qui lui restaient, qu'il avait gardées en tête. C'est une pratique qu'il faisait souvent. Socrate était en particulier un guerrier accompli. C'était un très très bon homme de guerre, très courageux au combat, parce que justement, il avait ces moments de retour à lui-même où simplement il s'immobilisait et réfléchissait. Et dans le banquet, il y a d'ailleurs une mention d'un moment sur le champ de bataille où Alcibiade et Socrate sont ensemble sur le champ de bataille et il raconte une anecdote où Socrate s'arrête littéralement pour penser, il se met debout et il réfléchit à quelque chose. Il va rester toute la nuit dans le froid à réfléchir à une idée fixe qu'il a pour essayer de la dénouer. Donc il y a cette image finalement de la personne qui est avec nous dans le sensible, dans ce monde, mais qui peut s'en abstraire par la réflexion. Alors, c'est une phrase, donc ici, que je vous ai rapporté une citation donc, du banquet, c'est au tout début, donc c'est dans le dialogue initial. Agathon est, comme on dit, la puissance invitante. Socrate arrive finalement, donc Socrate arrive à la moitié du repas, il est un peu en retard parce qu'il est resté contemplatif. Et Agathon lui dit, et vous allez voir tout de suite l'enjeu de l'ivresse telle qu'elle se définit, Agathon lui dit le lien entre, établit un lien entre amour et éducation, avec une compréhension de l'amour qui est finalement très sexualisée. Pour Agathon, l'amour et l'éducation, c'est une considération qu'il a, finalement, l'amour se rapproche, l'amour au sens de sexualité ici, la sexualité se rapproche de quelque chose qui est d'un plein vers un vide, de l'homme vers la femme. Donc, vous avez le sperme et vous avez la matrice. Et Agathon dit, finalement, la relation entre professeur et élève, c'est la même chose. C'est une relation du plus plein vers le plus vide. Et finalement, c'est comme l'eau qui, par l'intermédiaire d'un brin de laine, coule de la coupe la plus pleine vers la plus vide. Donc, c'est une compréhension de l'éducation et du savoir qui est univoque, pourrait-on dire, puisqu'il s'agit d'une personne qui est détentrice d'un savoir et qui va le transmettre à quelqu'un qui n'en a pas. Donc, du plein vers le vide. Et Agathon dit à Socrate, Socrate, viens vers moi et mets-toi près de moi, parce que toi, tu es un savant, moi, je n'ai pas ce savoir, et peut-être que la proximité entre toi et moi va faire que ta plénitude de savoir, un peu par percolation ou par échange comme ça, symbiotique, ton plein va aller vers mon vide. Donc c'est une flatterie un peu ironique d'Agathon. Et Socrate reprend cette thèse, il dit donc pour toi, l'éducation et le savoir, la science véritable, c'est un prof plein qui donne à un élève vide. Donc c'est une conception très comme l'acte sexuel du savoir finalement. Et la réflexion de Socrate se fonde là-dessus. Alors, quelle va être la réponse?
Et on va détailler cette réponse pour bien la comprendre. La réponse, c'est Diotima, la femme de Socrate, qu'il a donnée 20 ans avant, et que Socrate lui-même cite. Eh bien, la véritable définition de l'éducation et de l'amour, mais ici c'est une définition de l'amour que donne Diotima, c'est l'enfantement dans la beauté selon le corps et selon l'esprit. L'enfantement dans la beauté selon le corps et selon l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cette phrase de Diotima, elle est double. Et on va voir qu'elle nous fait parcourir beaucoup d'échelons qui vont nous faire de mieux en mieux comprendre ce qui est en jeu ici. On le verra dans le texte qui suit immédiatement. Alors, allons sans plus tarder, mais on reviendra à cette citation, l'enfantement dans la beauté selon le corps et selon l'esprit. Allons sans plus tarder à un texte du banquet, donc une première série de textes avec Diotima comme interlocutrice principale, et Socrate qui pose des questions un peu naïves. Donc c'est un renversement aussi du jeu habituel. Encore une fois, on est dans notre logique du vase blanc et noir. Allons sans plus tarder à une explication que vous allez lire ou que, au choix, nous pouvons écouter, parce que j'ai prévu aujourd'hui de nous faire écouter aussi une magnifique lecture qui épouse quasiment le texte. Ce n'est pas la même traduction, mais ça épouse quasiment le texte, par Michael Lansdale. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires de manière surprenante? Non. Donc, sans plus tarder, vous allez juste me dire, dites-moi si vous entendez bien, d'accord? D'accord. Super, merci. Alors, nous sommes donc dans un dialogue, c'est le discours de Socrate dans le banquet, et son discours est simple, il a écouté les discours des autres. Donc, il y a eu le discours de Aristodème, non, pardon, le discours de Phèdre. Il y a eu le discours de Pausanias, il y a des discours qui sont restés très célèbres. Par exemple, il y a le discours comment il s'appelle? Le discours d'Aristophane est très drôle. Aristophane, tragédien grec plein d'humour, qui dit qu'au début, et c'est le vase, la photo que je vous ai envoyée pour cet atelier, au début, l'homme et la femme ne formaient qu'un seul être. Et puis, comme ils ont déplu aux dieux et qu'ils se sont montrés arrogants et insolents, eh bien, les dieux les ont coupés en deux. Et comme au début, les dieux avaient mis le sexe de l'homme et le sexe de la femme du mauvais côté, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas enfanter et que la race s'est éteinte. Et du coup, les dieux se sont dit, on va refaire notre opération, on va leur mettre les organes sexuels dans l'autre sens. Donc, vous voyez, il y a par moments dans les dialogues, dans l'éloge et dans ce banquet, il y a des moments d'ivresse où ils racontent des légendes, mais c'est resté dans l'usage populaire. Quand tu dis, par exemple, je cherche moi moitié, ou les âmes sœurs, ben, ça vient de là. Les âmes sœurs, où je recherchais sa moitié dans le monde, la personne qui sera m'aimer, etc. Eh bien, c'est reformer cet être unique que les dieux ont divisé. C'est votre moitié ou votre âme sœur. Eh bien, c'est du discours très drôle d'Aristophane qui, à la base, inverse des organes sexuels. C'est de là que ça vient. Alors, entendons tout de suite le texte que je viens de vous mettre à l'écran avec une lecture de Michael Lonsdal, pour ceux qui le connaissent, extraordinaire acteur français. Dites-moi simplement si vous l'entendez bien. Quand l'âme d'un homme dès l'enfance porte le germe de ses vertus, cet homme divin sent le désir, l'âge venu, de produire et d'enfanter. Il va lui aussi cherchant partout le beau pour y engendrer, car pour le laid, il n'y engendrera jamais. Pressé de ce désir, il s'attache donc au beau corps, de préférence au lait, et s'il y rencontre une âme belle, généreuse et bien née, cette double beauté le séduit entièrement. En présence d'un tel homme, il sent aussitôt affluer les paroles sur la vertu, sur les devoirs et les occupations de l'homme de bien. Il entreprend de l'instruire. Et en effet, par le contact et la fréquentation de la beauté, il enfante et engendre les choses dont son âme était grosse depuis longtemps. Présent ou absent, il pense à lui, et il nourrit en commun avec lui le fruit de leur union. De tels couples sont en communion plus intime et liés d'une amitié plus forte que les pères et mères, parce qu'ils ont en commun des enfants plus beaux et plus immortels. Et il n'est personne qui n'aime mieux se voir de tels enfants que les enfants selon la chair,
quand il considère Homère, Hésiode et les autres grands poètes, qu'il a envie d'avoir laissé après eux des rejetons immortels qui leur assurent une gloire et une mémoire immortelle aussi. Ou encore, ajouta-t-elle, lorsqu'il se remémore quels enfants Lycurgue a laissés à Lacédémone pour le salut de cette ville, et on peut le dire de la Grèce tout entière. Solon jouit chez vous de la même gloire pour avoir donné naissance à vos voix, et d'autres en jouissent en beaucoup d'autres pays, grecs ou barbares, pour avoir produit beaucoup d'œuvres éclatantes et enfanté des vertus de tout genre. 20 temples leur ont été consacrés à cause de ces enfants spirituels. Personne n'en a obtenu pour des enfants issus d'une femme. On peut se flatter peut-être de t'initier, toi aussi, Socrate, à ces mystères de l'amour. Mais pour le dernier degré, la contemplation, qui en est le but, pour qui suit la bonne voie, je ne sais si ta capacité va jusque-là. Je vais néanmoins, dit-elle, continuer sans ménager mon zèle. Essaye de me suivre si tu peux. Quiconque veut, dit-elle, aller à ce but par la vraie voie, doit commencer dans sa jeunesse par rechercher les beaux corps. Tout d'abord, s'il est bien dirigé, il ne doit n'aimer qu'un seul corps et là enfanter le beau discours. Puis il observera que la beauté d'un corps quelconque est sœur de la beauté d'un autre. Alors, c'est le texte que je vous avais mis un peu avant, mais c'est le texte qui est visible pour moi. Alors, en effet, s'il convient de rechercher la beauté de la forme, il faudrait être bien maladroit pour ne point voir que la beauté de tous les corps est une et identique. Quand il s'est convaincu de cette vérité, il doit se faire l'amant de tous les beaux corps et relâcher cet amour violent d'un seul comme une chose de peu de prix qui ne mérite que dédain. Il faut ensuite qu'il considère la beauté des âmes comme plus précieuse que celle des corps, en sorte qu'une belle âme, même dans un corps médiocrement attrayant, lui suffise pour attirer son amour et ses soins, lui faire enfanter de beaux discours et en chercher qui puisse rendre la jeunesse meilleure. Par là, il est amené à regarder la beauté qui est dans les actions et dans les lois, voir que celle-ci est pareille à elle-même dans tous les cas, et conséquemment, à regarder la beauté du corps comme peu de choses. Les actions des hommes, il passera aux sciences et il en reconnaîtra aussi la beauté. Ainsi arrivé à une vue plus étendue de la beauté, il ne s'attachera plus à la beauté d'un seul objet et il cessera d'aimer avec les sentiments étroits et mesquins d'un esclave, un enfant, un homme, une action. Tourné désormais vers l'océan de la beauté et contemplant ses multiples aspects, il enfantera sans relâche de beaux et magnifiques discours et les pensées jailliront en abondance de son amour de la sagesse, jusqu'à ce qu'enfin son esprit, fortifié et agrandi, aperçoive une science unique, qui est celle du beau dont je vais parler. Alors, qu'avez-vous entendu de ce discours? Déjà, est-ce qu'il y a... donc, c'est la femme de Socrate qui parle, elle lui fait la leçon, elle lui dit « Mon pauvre, tu ne comprends rien à l'amour, mon pauvre mari. » On dirait une pièce de boulevard. Et qu'est-ce qui vous parle d'emblée? Vous avez le texte sous les yeux. Alors, ce n'est pas exactement la même traduction. La traduction que vous avez là est une traduction nouvelle d'un philosophe contemporain, Luc Brisson. C'est en Garni Flammarion, comme la plupart des œuvres que je vous cite, parce que ce sont en général, pour les philosophes étrangers, les meilleures traductions proposées avec de très bonnes notes, un appareil critique de grande qualité, comme on dit. La lecture de Michael Lonsdal, c'est plutôt a priori tiré d'anciennes traductions, Léon Robin, enfin des traductions des années 40-50, mais la lecture qui sont peut-être un peu plus poétiques, moins arides, et que de toute façon la lecture de Lonsdal magnifie. C'est pas si loin que cela, heureusement, de notre texte. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Un mot qui vous a frappé, ou une idée? Comment ça se présente, ce parcours-là? Alors? Rechercher la beauté partout. Oui. Rechercher la beauté partout, mais Guy, j'aimerais que tu me
comme on dit, que tu me désagrèges cela, comment il fait? Est-ce que c'est je me jette à corps perdu dans la beauté? C'est quoi la beauté ici? Comment il la définit, cette beauté? Comme une initiation visant à se détacher de la beauté corporelle vers l'action beauté de l'âme. Oui, on s'approche là, on est à grands pas dans la bonne direction. Et en fait, ce qui est en jeu ici, et j'aimerais qu'on fasse un petit jeu ensemble. On est combien là? Chacun peut en donner une, ça peut être amusant. Je sais qu'il y en a qui vont détester cette idée, j'adore. On est quoi? On est 7 ou 8, bon, bah, c'est parfait. Chacun quasiment peut donner un échelon. Cette théorie qui est ici, c'est une théorie centrale pour Platon. C'est la théorie qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la théorie des anabasmoi. Alors cette théorie des anabasmoi, c'est une théorie effectivement où, comme le disait Jérôme il y a 2 secondes, une initiation. On va une étape après une étape. Donc c'est une question d'échelon. Alors je ne sais pas si on le voit bien ici. Regardez, hop. Je vais essayer d'avancer de manière extraordinaire. Ça, vous le voyez, vous découvrez. Voilà, c'est pas mal. On voit à peu près. Bon. Ici, j'ai dessiné une échelle. Vous voyez bien? Ouais, c'est correct. Voilà mon échelle. Je vais la faire un peu plus pour que vous la voyez mieux. Mais dans ce discours de Diotime, effectivement, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on franchit un échelon après l'autre. Alors, petit jeu. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Alors, petit jeu. J'aimerais que chacun d'entre vous me donne, à partir du texte que je vais vous remontrer, un des échelons dont il est question. Alors, revenons vers notre texte. Hop. Voilà. Quels sont ces différents échelons? Si vous avez bien écouté la lecture de notre ami Michael Lonsdal, c'est assez facile. Qui veut commencer? Gilles, si tu es encore là, je sens une volonté chez toi. Quel est le premier échelon? Je vais copier sur Guy, il a répondu. Beauté des corps numéro 1. Non, toi, Gilles, tu vas faire le deuxième. Guy, qu'est-ce que c'est ta réponse? Guy, attends que je regarde. Non, mais Guy est très, très chaud bouillant sur les textes. Même. Beauté des corps, numéro 1. Exactement. Deuxième, beauté des corps. Et je dirais même, c'est pas beauté des corps, mais beauté d'un corps. C'est la beauté d'un corps particulier. Et ensuite, Diotime dit, vous vous intéressez à quoi? Après la beauté d'un corps. Donc vous êtes fou amoureux d'une très belle fille, d'un très bel homme, vous le trouvez ou la trouvez sublime, et vous êtes charmé, envoûté par la beauté d'un corps particulier. Qu'est-ce qui se passe après? Gilles, à ton tour. Hervé, je crois que vous aviez raison, je déteste l'exercice. Donc, beauté d'un corps, ensuite. On ne voit plus le texte. On voit plus le texte. Pardon? On ne voit plus le texte. Ah, on ne voit plus le texte. Ah bah oui, bah alors, c'est plus compliqué. Alors, on ne voit plus le texte. Hop, je le remets. Donc, dans un premier temps, troisième ligne, s'il est bien dirigé par celui qui dirige, il n'aimera qu'un seul corps. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, une fois que cela va se graver dans son esprit, il deviendra amoureux. Après, on aime tous les beaux corps. Exactement. Après, on a la multiplicité, les beaux corps. Donc, c'est-à-dire, on s'aperçoit de quoi à ce moment-là? Si vous vous apercevez que la beauté n'est pas simplement dans un seul corps, mais dans plusieurs corps. Si vous vous apercevez, allons plus loin, que la beauté n'est pas simplement dans le corps humain, mais... Ah, il y a une réponse. Hop, zoom. Beauté des corps numéro 1, il y a de la beauté partout, exactement. Il y a de la beauté partout. Et cette beauté donc, qui est partout, comme nous dit Guy, eh bien,
progressivement, elle vous fait comprendre qu'il faut délier la beauté d'un corps ou la beauté d'un corps particulier, et qu'en fait, la beauté en elle-même, elle n'est pas tant que ça attachée à un objet. Donc, on commence par la beauté d'un corps particulier, ensuite on va à la beauté des corps en général, et puis il y a un mouvement ascendant, ce que Platon en grec appelle des anabasmoi. J'ai toujours trouvé ça très beau. C'est une figure de style, c'est aussi en poésie. L'anabase, c'est magnifique. Une anabase, c'est un échelon qui monte vers le ciel. Eh bien, dans ce cheminement, dans cette initiation, pour reprendre le terme de Jérôme, après la multiplicité des beaux corps, il y a quoi? Continuez. Si Jane nous entend, si Margaret nous entend, si Jérôme peut parler. Moi, je passe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Après la beauté des beaux corps, il y a La beauté qui se trouve dans les âmes. 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 Exactement. Alors là, Socrate prêche un peu pour sa chapelle, on verra plus tard. Pour une raison très simple, c'est qu'il était très connu, Socrate, et la présentation qu'on a de lui, je vous ai mis un buste, le suggère, il était très laid, il était très très moche. Socrate était connu pour sa laideur physique. Mais à l'opposé, il avait la beauté de l'âme. Donc vous voyez, on passe finalement de la beauté d'un corps. La plupart des gens qui assistent à ce banquet, puisqu'ils sont tous des jeunes athlètes, de très beaux garçons, à la beauté, par exemple d'Agathon, qui est un très très beau garçon, ou d'Alcibiade, qui est aussi un très beau garçon, à la multiplicité des beaux corps. Ce n'est pas simplement la beauté d'Alcibiade ou celle d'Agathon, c'est le fait que l'un et l'autre soient beaux. Et donc, il y a une idée de beauté. Ça, on se délie petit à petit de l'objet. Et puis, en même temps, on se dit, il n'y a pas que la beauté des corps. Alcibiade est peut-être très beau, mais il n'est peut-être pas très intelligent. Agathon est peut-être très beau, mais il n'est peut-être pas très intelligent. Donc, il y a une autre forme de beauté, la beauté des âmes. Notez que je n'ai pas dit la beauté intérieure comme la plupart des mannequins ou des modèles. C'est devenu un peu éculé. Mais c'est quand même malgré tout cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a une beauté qui n'est pas superficielle et extérieure, mais qui est plus une beauté des âmes qui transcende, qui dépasse le sensible. Donc, merci Margaret, on est déjà sur la beauté des âmes. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'il va plus loin? Il va vers la beauté des sciences. La beauté des sciences, et il dit aussi les actions, les lois. C'est-à-dire qu'il y a les actions, les lois et les sciences. Donc les actions et les lois, c'est tout en bas de la page, là où il y a marqué 210C. Ça, c'est par exemple quand vous avez, à l'époque d'Athènes, vous avez Périclès, par exemple, qui est le grand homme d'État. Eh bien, donc là, vous voyez, on est à peu près là, donc dans cet échelon. Je ne sais pas si vous voyez bien, a priori, ça ne doit pas être trop mauvais. Donc vous avez la beauté d'un corps, la multiplicité des beaux corps, la beauté des âmes, l'action, les lois et les sciences, qui sont des actions humaines. C'est dans le domaine politique, c'est entre nous, c'est ce qui se passe entre nous. Une loi, par exemple, intelligente sur l'égalité homme-femme. Une action héroïque où, par exemple, vous sauvez un enfant de la noyade. Dans les sciences, ça va être une découverte scientifique qui montre que l'intelligence humaine peut s'affranchir de limites et d'une ignorance qu'elle avait jusque-là. Donc vous avez dans les actions, dans les lois, dans les sciences, cette idée assez géniale de beauté. Il y a une beauté aussi dans l'acte héroïque. Il y a une beauté aussi dans une loi intelligente qui fait que les êtres humains sont de meilleures personnes. Et en tout cas, sont plus justes les unes vis-à-vis des autres, parce qu'on dit qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes, par exemple. Il y a une beauté dans une découverte scientifique. Eh bien, tout ça, ça tourne l'âme. Vraiment, ça tourne l'âme d'une idée particulière de la beauté vers une forme d'idée beaucoup plus noble, qui est de se dire, dans l'homme avec un grand H, qui inclut l'homme et la femme, eh bien, il peut y avoir une noblesse, une beauté qui nous dit que notre destination n'est pas simplement animale, mais spirituelle.
Et donc, vous voyez qu'on gravit littéralement des échelons, 1, 2, 3, 4, donc ce qu'il appelle les anabasmoi, jusqu'à la science du beau, qui en fait ne s'intéresse pas aux objets beaux, mais à la beauté en tant que beauté. Et cette science du beau, c'est quoi? C'est aussi la science du vrai, c'est aussi la science du juste, parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là que ce qui est beau est nécessairement vrai et nécessairement juste, et le concept de beauté ici, encore une fois, n'est pas simplement « ah, je trouve ça beau parce que c'est bien proportionné » ou parce que ça me plaît. Ce n'est pas une question de plaisir, ça va bien au-delà. C'est une beauté qui a un éclat dans ce que les choses donnent à voir. C'est l'éclat d'un corps, l'éclat des corps multiples, mais c'est aussi l'éclat, pour nous tous, d'une loi juste, d'un moment où quelqu'un accomplit un acte courageux. Et bien donc, il y a une science du beau, et cette science du beau, c'est... Est-ce que quelqu'un a une idée? Eh bien, c'est la philosophie. La philosophie, c'est ça. C'est-à-dire que la philosophie, c'est ce mouvement-là, voyez-vous? Ce mouvement d'anabase, ce mouvement d'un échelon à l'autre, qui n'est pas une science au sens d'un savoir qu'on connaît, qu'on a acquis et qu'on possède, mais qui est une science au sens où c'est un mouvement ascendant que Socrate, enfin Diotime dans le discours que rapporte Socrate, appelle justement l'amour. Et c'est pour cela, si on revient maintenant, oubliez mon visage, ne vous attachez pas au beau corps. C'est pour ça que, et à la modestie, et c'est pour ça qu'on retrouve ici, attendez que je retrouve mon clavier, à côté de là, on repassera, alors attendez, voyons, hop, youpi, voilà, c'est pour ça qu'on retrouve cette phrase-là. La philosophie et l'amour, puisque la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, la philo, c'est l'amitié pour la sagesse, le désir de la sagesse, c'est l'enfantement dans la beauté selon le corps et l'esprit. Donc vous voyez que c'est un mouvement. Le philosophe, ce n'est pas quelqu'un qui sait, c'est au contraire quelqu'un qui enfante dans la beauté selon le corps et selon l'esprit. Donc c'est un mouvement. Cette définition-là, donnée par Diotime dans le banquet 207e, c'est une définition qui est celle de l'amour. L'enfantement dans la beauté selon le corps et selon l'esprit. Mais c'est une définition qui finalement est acceptable aussi pour la philosophie, puisque la philosophie, c'est de l'amour. C'est un enfantement dans la beauté selon le corps et selon l'esprit. Mais ce qu'on essaie d'effectuer dans le travail philosophique et dans l'amour véritable, c'est une forme de conversion, ou plus exactement d'initiation et d'ascension, qui va de la beauté des corps vers la multiplicité des beaux corps, vers la beauté des âmes, vers petit à petit cette connaissance pour la beauté des lois et des sciences, et finalement, ultimement, vers des questions qui ont trait à la science du beau, à la science du vrai, à la science du juste. Et c'est en cela, on va le voir, que s'opère le travail musical de Socrate. Puisque Socrate, dans le banquet, eh bien, c'est celui qui, par sa musique propre, par la musique philosophique, va convertir ceux qui sont obsédés par la beauté du corps vers la beauté de l'esprit et vers la beauté de l'âme. Alors, revoilà ma bouille, c'est toujours moi, bonjour. Oui, bonjour, quand même une constance, je suis toujours là. On s'en refait pas. Donc, allons sans plus tarder vers le deuxième grand moment d'aujourd'hui, qui est justement le discours essentiel de Alcibiade. Qui est Alcibiade? Alcibiade, c'est l'amant de Socrate. Donc Socrate a été marié, mais comme beaucoup d'aristocrates, pas seulement d'aristocrates grecs à l'époque, il y a une fascination pour les beaux corps, les jeunes athlètes. Alcibiade est un garçon qui est très très beau. C'est le plus beau garçon d'Athènes, qui est très riche et qui vient d'une grande famille. À l'opposé, Socrate n'est pas très riche,
Il est métèque, il a une origine, c'est-à-dire qu'il a à la fois citoyen athénien et à la fois il est né par je crois par sa mère ou par son père. Enfin bon, il n'est pas, ses deux parents ne sont pas athéniens, c'est la définition du métèque. Il est par ailleurs, sa mère est accoucheuse, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé lui l'accoucheur des âmes. Il n'a pas une origine noble. En plus, il est, comme je vous l'ai dit, laid et repoussant. La tradition philosophique retiendra ça. Vous avez des magnifiques textes de Nietzsche sur la laideur de Socrate et la beauté de ses discours. Eh bien, justement, on va voir dans ce texte que ce mouvement que je vous ai décrit ici, si vous vous souvenez du texte qu'on a lu auparavant, attendez, hop, alors, je reviens vers ce texte. Qu'est-ce qui nous est dit? Regardez. Oh là 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 là. Voilà. Regardez la ligne 6 de ce texte. Celui qui aime un seul corps enfantera de beaux discours. Très bien. Regardez la fin. Regardez la fin du texte. Tourner vers l'océan du beau. Donc l'océan, c'est par définition ce qui n'a pas de limite. Et le contemplant, il enfante de nombreux discours qui soient beaux et sublimes. Donc là, on voit qu'il y a une différence. Pourquoi? Alors, pourquoi y a-t-il une différence? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que dans un premier cas, Socrate met en relation toujours l'amour et l'enfantement. Quand on est amoureux d'un beau corps ou quand on est amoureux d'une belle action ou d'une science, qu'est-ce qu'on enfante? Qu'est-ce qu'on génère? Qu'on soit un homme ou une femme. Eh bien, Socrate le dit, dans la vie publique, on génère, et dans les interactions avec les autres, on va générer un discours. Dans un cas, quand on est amoureux d'un beau corps, on va chanter les louanges de sa belle, chanter les louanges de son beau, on va avoir des beaux mots d'amour, et ça fait un beau discours. Un beau discours qui ne dure que quoi? Que le temps de l'amour ou de la flétrissure du corps, ce que rappelle Ronsard ironiquement. Mais justement, le poète, c'est celui qui vient chanter cet amour, mais qui ne chante pas l'amour d'un corps particulier. Mignonne, allons voir si la rose. Le discours de Ronsard, la poésie de Ronsard, donne à cette femme particulière une immortalité. Donc, elle l'a fait passer d'un beau corps particulier que Ronsard aimait particulièrement bien, vers une immortalité qui est celle du beau. Et c'est là le passage. Un seul corps, ça fait des mots d'amour, ça fait une forme de discours un peu superficiel où on est obsédé par une personne. Mais ça fait un discours, parce que ça enfante toujours la beauté, un discours. La beauté enfante quelque chose, même si elle est beauté d'une chose particulière. Mais si vous-même vous vous tournez vers l'océan du beau, et si vous le contemplez, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de se tourner vers, mais il faut le regarder, eh bien là, vous enfantez de nombreux discours. Donc pas simplement un, mais plusieurs discours qui sont beaux et sublimes, c'est-à-dire qu'ils dépassent simplement la particularité. Eh bien, c'est ce qui se passe dans la suite qu'on va voir tout de suite. Voilà, discours d'Alcibiade. On va encore écouter, si vous le voulez bien, on va écouter notre ami Michael Lonsdal. Sa lecture est unique. Alors, on est un peu avant le discours, qui va commencer maintenant. Alcibiade arrive, mais comme ça vous donne un peu l'ambiance. C'est le banquet, on est tous bourrés. Et Alcibiade dit une seule chose, on va boire davantage. Quand Socrate eut fini de parler, tout le monde le félicita. Seul Aristophane se disposait à répliquer parce que Socrate, en discutant, avait fait allusion à un passage de son discours, quand soudain la porte extérieure de la cour résonna, comme sous les coups redoublés d'un cortège de buveurs, et qu'une joueuse de flûte se fit entendre. Esclave, dit Agathon, courez voir, et si c'est quelqu'un de nos amis, invitez-le. Sinon, dites que nous avons fini de boire et que maintenant nous reposons. Peu après, on entendit dans la cour la voix d'Alcibiade, fortement pris de vin, qui criait à plein gosier « Où est Agathon? Qu'on me mène à Agathon !» Alors la joueuse de flûte et quelques autres de ses compagnons, le prenant sous les bras, nous l'amenèrent. Il s'arrêta à la porte couronnée d'une épaisse guirlande de lierre et de violettes, et la tête toute couverte de bandelettes. « Salut, ami, dit-il. Voulez-vous admettre à boire avec vous un homme qui a déjà beaucoup bu, ou faudra-t-il nous en aller en nous bornant à couronner Agathon, ce qui est le but de notre venue? Hier, ajouta-t-il, il ne m'a pas été possible de venir.
Mais aujourd'hui, me voici, avec ces bandelettes sur la tête pour en couronner le front de l'homme que je proclame le plus sage et le plus beau. Vous moquerez-vous de moi parce que je suis ivre? Riez si vous voulez. Je sais bien que je dis la vérité. Mais dites-moi tout de suite si je puis entrer ou non, à la condition que j'ai dite. Voulez-vous, oui ou non, boire avec moi? Alors, vous voyez ici que Alcibiade arrive, il a des bandelettes pour couronner, il est déjà éméché, il a des bandelettes pour couronner Agathon. Alors, on va maintenant passer, il faut juste que je le retrouve, mais on va le faire ensemble, au discours d'Alcibiade, qui est un peu après. Pas près d'Aristophane ou de quelque autre plaisant ou qui veut l'être. Tu t'es arrangé pour te placer près du plus beau garçon de la compagnie. Agathon, dit Socrate, vois si tu peux me secourir. L'amour que j'ai pour cet homme ne m'est pas d'un petit embarras. Depuis que je me suis mis à l'aimer, il ne m'est plus permis de donner un coup d'œil, ni d'adresser la parole à un beau garçon. Autrement, jaloux et envieux, il me fait une scène, m'injurie, et se tient à peine de me frapper. Vois donc à l'empêcher de faire quelque extravagance, et fais ma paix avec lui. Ou, s'il veut se porter à quelque violence, défends-moi, car je tremble devant sa fureur et son amour. Non, répondit Alcibiade, il n'y a pas de paix possible entre toi et moi, mais je me vengerai de ce trait une autre fois. En attendant, Agathon, rends-moi quelques bandelettes, que j'en couronne aussi la tête merveilleuse de cet homme. Alors, ici, très rapidement, avant qu'on aborde le discours, là, vous avez des échanges entre Socrate et Alcibiade. Alcibiade arrive et les deux ont une relation très orageuse. C'est très connu à Athènes, ils passent leur temps à se crier dessus. L'un est beaucoup plus vieux que l'autre. Et l'un est très beau, très riche, très jeune. L'autre est très vieux, très sage et pas de grande extraction. Et puis, c'est l'homme le plus sage d'Athènes. Donc, il y a ce jeu, cet humour permanent entre les deux, et il dit aux convives, protégez-moi, il va me taper dessus, il s'énerve à chaque fois contre moi. La réalité apparemment était autre, c'était plutôt Socrate qui avait tendance à s'énerver contre Alcibiade. Et qu'il ne vienne pas me reprocher de t'avoir couronné et de l'avoir oublié, lui qui par ses discours est vainqueur de tout le monde. Non pas seulement comme toi avant-hier, mais en toutes les rencontres. Et ce disant, il prit des bandelettes, en couronna Socrate et s'accouda sur le lit. S'étant ainsi placé, il dit « Voyons, camarades, vous me paraissez bien sobre. C'est une chose qu'on ne vous passera pas. Il faut boire, c'est dans nos conventions. Donc, pour roi du festin, je choisis jusqu'à ce que vous ayez bu moi-même. Maintenant qu'Agathon nous procure une large coupe, s'il en a, ou plutôt cela n'est pas nécessaire, apporte-nous, enfant, ce vase à rafraîchir, dit-il en avisant un vase qui contenait plus de 8 cotyles. Donc là, encore une fois, je vous passe ces extraits pour que vous soyez bien dans l'esprit du banquet. C'est un banquet, c'est pas un banquet de kermesse. Ils boivent énormément. En commençant par la droite, parlerait sur l'amour et ferait le plus beau discours possible à sa louange. Or, nous avons tous pris la parole. Quant à toi, puisque tu n'en as rien dit et que tu viens de boire, il est juste que tu l'apprennes. Après quoi, tu commanderas à Socrate ce que tu voudras, et Socrate à son voisin de droite, et ainsi de suite. Alors là, vous avez Éric Simac, qui est un médecin de mémoire, qui explique la règle du jeu à Alcibiade. Il lui dit écoute, tu viens d'arriver, on est d'accord avec tes règles, qui sont de continuer à boire, plus que de raison, mais il faut aussi que tu sois d'accord avec les nôtres. Tout le monde a sorti un discours, le tien manque. Donc, peux-tu produire un discours sur l'amour? Dire la vérité, voir si tu m'y autorises. La vérité, je te permets et te requiers de la dire. Tout de suite, dit Alcibiade. Donc, Alcibiade va commencer son discours. Pour toi, voici à quoi je t'engage. Si j'avance quelque chose qui ne soit pas vrai, coupe-moi la parole sans te gêner et dis que c'est un mensonge. Car je ne veux pas mentir volontairement, mais si je parle sans ordre, au hasard de mes souvenirs, n'en sois pas surpris. Il n'est pas facile, dans l'état où je suis, de peindre en détail et avec suite ton originalité. Pour l'eau de Socrate, messieurs, je procéderai par comparaison. Lui croira peut-être que je veux le tourner en ridicule.
C'est un portrait réel et non une caricature que je peux tracer ainsi. Je dis donc qu'il ressemble tout à fait à ces silènes qu'on voit exposées dans les ateliers des statuaires et que l'artiste a représentées avec des syringes et des flûtes à la main. Si on les ouvre en deux, on voit qu'ils renferment à l'intérieur des statues de Dieu. Je soutiens aussi qu'ils ressemblent au satyre Martias. Que tu ressembles de figure à ces demi-dieux Socrate, c'est ce que toi-même tu ne saurais contester, mais que tu leur ressembles aussi pour le reste, c'est ce que je vais prouver. Tu es un opère, n'est-ce pas? Si tu n'en conviens pas, je produirai des témoins. Alors, Mais je... arrêtons-nous un instant là-dessus et revenons à notre texte. On va y aller pas à pas et on insistera un peu davantage sur les passages les plus essentiels qui se retrouvent après. Donc, il commence, si vous avez le texte que j'ai mis sous les yeux, on ne fait pas l'éloge de l'amour, on fait l'éloge de Socrate. Tout le monde a parlé de l'éloge de l'amour, et lui, Alcibiade, qui est l'amant de Socrate, dit, bien, je vais faire l'éloge de Socrate, puisque pour moi, Socrate, c'est l'amour. Et comment fait-il cet éloge paradoxal? Eh bien, il va faire l'éloge de l'art de Socrate. Et qu'est-ce que c'est que Socrate? Eh bien, il prend une image, celle de la dualité. Cette première image qu'il prend, c'est l'image des silènes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un silène? Ce sont des petites... ce sont des espèces de petits satyres. C'est des petits... des mi-hommes, mi-bouc, qui jouent de la flûte. On les appelle aussi des pannes, et ce sont des personnages assez laids. Ce sont des personnages qui ont souvent un gros ventre, qui sont barbus, éméchés, mal coiffés, et qui, par exemple, la figure du silène traditionnelle, c'est celle qui a élevé Dionysos. Alors ici, dans ce contexte, ça désigne, puisqu'il parle des artisans, ça désigne en fait des petites figurines en terre cuite. Et des petites figurines qui étaient donc vendues et qui étaient très courantes à Athènes, qu'on vendait et qui, à l'intérieur, contenaient des figurines des dieux. Donc c'était un peu comme, pour le dire autrement, un peu comme la piñata, c'est-à-dire que vous avez une figurine qui contient d'autres figurines, ou comme les gros œufs de Pâques. Et à l'intérieur, donc, vous avez les figurines des dieux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette contradiction? Et si vous arrivez à comprendre cette figure des silènes, du silène, eh bien, vous aurez compris cette métaphore qui explique tout le travail philosophique, tout le rapport de Platon et de Socrate à la musique, et aussi le geste proprement philosophique. Bah, a priori, les silènes, c'est lait, donc, ce qui est l'apparence de Socrate. Et à l'intérieur de lui, il contient les dieux, donc toute son âme, qui est divine, son discours divin. Exactement. Donc, vous avez une dualité entre quoi et quoi? La beauté et entre la beauté et la laideur, dit Margaret. Et la aussi, laideur du corps. La laideur du corps et la beauté de l'esprit. Oui, exactement. Alors, il n'est pas dit ici, Alcibiade ne suggère pas qu'il faut être moche pour être intelligent. C'est pas ça du tout. Mais en gros, il suggère, de manière prosaïque, on pourrait dire de ne pas se fier aux apparences du corps et d'écouter la beauté du discours, mais du discours au sens du discours vrai, des beaux discours tournés vers l'océan de la beauté, comme on l'a vu tout à l'heure dans le texte précédent, celui de Diotime. Mais surtout, ce qui était essentiel ici, comme tu l'as dit, c'est à l'intérieur de cette figure repoussante, comique et assez laide, il y a les figurines des dieux. Ensuite, il dit, cet homme ressemble au satyre Martias. Donc là, on est toujours sur le registre de Dionysos. Le satyre Martias, on l'avait vu la dernière fois, c'est celui qui joue de la double flûte, le lolos, ou ce double hautbois, double clarinette, et qui, lui, est aussi, comme Dionysos, a un rapport au vin, un rapport à l'ivresse, à l'excentricité, et qui se fera punir et martyriser par Apollon. Et il dit aussi, c'est le satyre Martias. Ça va à l'encontre de ce qu'on a dit, puisqu'on a vu, par exemple, dans le Phèdre, mais aussi dans le Phédon, dans la République ou les lois, que la philosophie, pour Platon, c'est l'inverse de Martias, c'est Apollon. C'est-à-dire, on se tourne vers les dieux, c'est la beauté des dieux, c'est l'inverse du satyre Martias et de la double flûte. Et bien là, Alcibiade dit l'inverse. Continuons cette lecture. Je ne suis pas joueur de flûte, diras-tu.
si tu l'es, est beaucoup plus merveilleux que Myrsias. Il charmait les hommes par l'effet des sons que sa bouche tirait des instruments. Et on les charme encore quand on joue ses mélodies, car les airs que joue Olympos sont suivant moi, de Marsyas, son maître. En tout cas, qu'ils soient joués par un grand artiste ou par une méchante joueuse de flûte, ces airs ont seuls le pouvoir d'enchanter les cœurs. Et parce qu'ils sont divins, ils font reconnaître ceux qui ont besoin des dieux et des initiations. Alors, qu'est-ce qui est suggéré ici? En quoi cette comparaison ou cette analogie entre le travail de Socrate et de la philosophie et celui de Marsyas est-il valable? Regardez dans le texte. Donc, on est là où il est marqué 215c. Mais diras-tu, tu n'es pas joueur d'Olos? Ça, on l'a vu pour Platon en particulier. L'Olos, c'est ce qui est l'instrument le plus vil, à la différence de la lyre. Donc, l'Olos de Marsyas contre la lyre d'Apollon. Alors, est-ce qu'il y a un ou une participante qui a quelque chose à nous confier ici sur son amour des satyres ou de la double flûte? Eh bien, sinon, nous poursuivons. La seule différence qu'il y ait entre vous, c'est que tu en fais tout autant sans instrument, par de simples paroles. Quand on entend d'autres discours de quelqu'un d'autre, fût-ce un orateur consommé, personne n'y prend pour ainsi dire aucun intérêt. Mais quand c'est toi qu'on entend, ou qu'un autre rapporte tes discours, si médiocre que soit le rapporteur, tous, femmes, hommes faits, jeunes garçons, nous sommes saisis et ravis. Pour moi, mes amis. Alors, troublé et possédé, dit le texte, saisi et ravi, dit la lecture. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Jérôme. Je dois filer, bonne suite de banquet. Bonne soirée, Jérôme. Bonne soirée à toi. Donc, ici, on voit que la différence entre Marsyas et Socrate se situe où? Eh bien, elle se situe justement dans le fait que, comme le dit le texte, Socrate n'a pas besoin d'instruments. C'est par ses paroles qu'il charme. Mais là où Marsyas, et c'est là qu'on revient évidemment à la musique, là où Marsyas nous charme par la beauté de la musique particulière, comme tout à l'heure on disait la beauté d'un corps particulier, Socrate nous dit, distinguez-vous de la beauté d'un corps particulier. Suivez mes paroles qui vont vous mener étape par étape à la beauté, à la science du beau. Je ne vous promets pas de l'obtenir, de la posséder, car ça ne se possède pas, mais le cheminement, étape par étape, donc par ces anabasmoi, ces échelons sur l'échelle qui nous mènent vers la science du beau en partant donc des beaux corps ou des beaux sons, eh bien c'est cela qu'est le développement de la pensée philosophique. La pensée philosophique, en ce sens-là, est une érotique, une autre ivresse, comme le dit très joliment Guy. C'est une autre ivresse parce qu'elle nous, le premier geste, effectivement, c'est celui d'Alcibiade, qui ici délivre un discours magnifique sur Socrate, mais qui d'abord est amoureux de Socrate pour son corps, enfin pour son esprit. Et il lui dit, je vais troquer mon beau corps contre son bel esprit. Lui, il a l'intelligence, moi j'ai le corps. Eh bien, on va faire un échange. C'est un bon deal, pense-t-il. Et Socrate, vous verrez ce qu'il lui répond. Et on voit ici que Socrate, lui, se positionne comme plutôt la figure de Marsyas dans cette dimension-là. Il est celui qui, non pas avec une double flûte, un aulos, va charmer l'oreille ou plaire au corps, comme pourrait le faire Alcibiade, qui sont tous les deux des charmeurs, au sens propre, par la musique ou par la beauté de leur corps. Non, il est celui qui charme les esprits en les tournant vers autre chose que la beauté de la musique, en les tournant vers autre chose que la beauté du corps, mais en les tournant vers la beauté harmonique du cosmos, en les tournant vers la beauté harmonique des idées, en les tournant vers au-delà donc des
de la beauté d'un corps, de la multiplicité des beaux corps, de la beauté des âmes même, et bien et de la beauté des actions, des lois et des sciences, vers une science du beau. Et tout ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui n'est jamais achevé. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure dans le discours de Diotima, c'est véritablement un enfantement, un cheminement, un déploiement, un amour de la sagesse. Et c'est ça la musique de Socrate. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que Socrate, la philosophie de Socrate, c'est une philosophie, il y a un très beau livre d'un professeur et philosophe français qui s'appelle Nicolas Grimaldi et qui s'appelle Socrate le sorcier. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que Socrate est un sorcier ou un chaman parce qu'il est, dans une certaine mesure, il est à la fois un guérisseur des âmes, accoucheur des âmes. Il est à la fois celui qui va vous redonner votre identité en vous disant « tu es fasciné par l'argent, tu es fasciné par la beauté des corps, tu es fasciné par des choses superficielles ». Par un échange entre toi et moi, un dialogue, je vais essayer de te tourner vers autre chose. D'abord, vers la multiplicité des beaux corps, derrière cette multiplicité, vers le concept de multiplicité lui-même, qui te fait voir que la beauté, ce n'est pas seulement les corps, c'est la beauté des âmes et c'est la beauté en général. Ensuite, Socrate est aussi un chaman parce qu'il est, en un sens, habité par les esprits. Il le dira lui-même le soir de sa mort. Il préfère obéir aux dieux plutôt qu'aux hommes, parce qu'il considère que les hommes, justement, sont tellement rivés vers le sensible qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Donc, on voit ici une tension qui est très intéressante. La philosophie véritable ne considère pas qu'elle est du bon côté de la barrière. Jamais. Elle considère au contraire qu'elle est détentrice d'un savoir. Ça, c'est au mieux les gens érudits. Non, la philosophie a une forme d'ivresse, une forme de musique propre, qui n'est pas une musique avec des sons ou une ivresse avec de l'alcool, mais qui est une ivresse où l'on reconnaît qu'il faut, dans une certaine mesure, se détourner, retrouver une identité. Donc c'est une ivresse, en fait, de la même manière que l'alcool, vous dites « Oh, j'étais plus moi-même, j'ai perdu mes réflexes, je me suis comporté de manière scandaleuse, j'ai aucun souvenir, mais je n'étais pas moi-même ». De la même manière, l'ivresse philosophique, on se dépossède de soi pour être un autre soi-même. Et c'est pour ça que les dernières paroles qu'on vient d'entendre nous disent, je suis donc en bas de la page à gauche, en revanche, chaque fois que c'est toi que l'on entend ou que l'on prête l'oreille à une autre personne en train de rapporter tes propos, si minable que puisse être cette personne, et même si c'est une femme, un homme ou un adolescent qui lui prête l'oreille, nous sommes troublés et possédés. Troublés et possédés. C'est-à-dire qu'on est possédé au sens où l'ancien soi disparaît et qu'une nouvelle conversion s'opère, par exemple de la beauté des corps, c'est ce qui apparaît à Alcibiade, on va le voir dans un exemple. Très bien. Alors, avançons sans plus tarder. Alors, Alcibiade raconte un épisode ensuite, et on conclura là-dessus pour avoir un échange sur ce point. Alcibiade raconte, encore une fois, je vous mettrai ces textes en ligne pour que vous ayez accès, et je mettrai aussi la séance elle-même en ligne sur notre lien. Alcibiade raconte un épisode où il invite Socrate à dîner et où, pour le dire de manière assez prosaïque, Socrate lui met un vent. C'est-à-dire que Socrate, l'autre déploie un trésor, un luxe, ils sont tous les deux tout seuls, il congédie le domestique. Il veut, en d'autres termes, il veut avoir une relation avec Socrate. Et Socrate ne semble pas du tout intéressé. Alors qu'Alcibiade sait bien qu'il est le plus bel homme de Athènes et que Socrate a un amour pour la beauté. Donc, il ne comprend pas. Alors, il met en place tout un lot de stratégies, c'est assez drôle. Et on est ici en 216E, donc c'est en haut de la page à droite. À l'intérieur, une fois que le silène sculpté a été ouvert, avez-vous une idée de toute la modération dont il regorge, messieurs les convives? Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, dans le silène, il y a les dieux. Alors, on va voir de quelle nature ils sont. Laissez-moi vous le dire, que le garçon soit beau. Au revoir, Margaret. Que le garçon soit beau, cela ne l'intéresse en rien. Et même, il a un mépris inimaginable pour cela, tout comme il méprise le fait que le garçon soit riche ou qu'il possède quelque avantage jugé enviable par le grand.
Pour lui, tous ces biens n'ont aucune valeur et nous ne sommes rien à ses yeux, je vous l'assure. Il passe toute sa vie à faire le naïf et à plaisanter avec les gens. Mais quand il est sérieux et que le silène s'ouvre, je ne sais si quelqu'un a vu les figurines qu'il recèle. Moi, il m'est arrivé de les voir, et elles m'ont paru si divines, si précieuses, si parfaitement belles, si extraordinaires, que je n'avais plus qu'à exécuter sans retard ce que me recommandait Socrate. Donc, qu'est-ce qui nous est dit ici? Et c'est au fond ça la vraie musique de Socrate et de la philosophie de manière générale. Il y a un mépris, le terme est peut-être fort, mais il y a un mépris pour ce que d'aucuns jugeraient essentiel, les biens de ce monde, la beauté temporaire des corps. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire, et Socrate en fera un grand usage, mais c'est secondaire. C'est en un sens au bas de l'échelle. L'argent, la réputation, tout cela est secondaire. Ce qui est plus essentiel, c'est ce cheminement. Et ce sont les figurines que recèle le silène. Donc derrière la laideur de Socrate, ce silène, derrière l'apparence sociale, derrière l'ironie même que Socrate met dans ses discours, il faut voir que c'est une stratégie au fond, une stratégie pour intéresser, posséder, intriguer et rendre sensible progressivement aux formes parfaitement belles et si extraordinaires, je cite le texte, divine aussi, dit-il, si précieuse, mais d'une autre valeur, ce n'est pas la valeur de l'or, qui sont à l'intérieur du silène. Et quelles sont ces figures parfaitement belles? Ce sont les beaux discours tournés vers le beau, c'est-à-dire l'intelligence. Donc, comme il le dit ensuite, là, il va expliquer cet épisode, je vous conseille de le lire parce que c'est très très drôle. Je croyais qu'il était sérieusement épris de la fleur de ma jeunesse. Je crus que c'était pour moi une aubaine, une chance étonnante. Et je m'étais mis dans l'idée qu'il me serait possible, en accordant mes faveurs à Socrate, d'apprendre de lui tout ce qu'il savait. Vous voyez, et ce seront les derniers mots pour aujourd'hui, vous voyez qu'on retourne ici à ceci. Avec beaucoup d'humilité et d'intelligence, Alcibiade, donc le beau mec riche de bonne famille, nous dit, génial, un peu comme Agathon au début, ce serait une aubaine si le savoir, celui de Socrate, était de nature à couler du plus plein, Socrate, vers le plus vide, le beau mec, pour peu que nous touchions les uns les autres, nous couchions ensemble, comme c'est le cas et qui devienne mon mentor, comme c'est le cas de l'eau qui, par l'intermédiaire d'un brin de laine, coule de la coupe la plus pleine vers la plus vide. Mais en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Et là où Socrate a réussi son travail philosophique avec Alcibiade, c'est qu'Alcibiade comprend que l'amour véritable, c'est l'échange qu'il a avec Socrate. Voyez, hop, c'est là. Cet échange qui est ici, en bas de la page à droite. Mon cher Alcibiade, il y a des chances pour que, en réalité, tu ne sois pas si maladroit. À supposer toutefois que ce que tu dis sur mon compte est vrai et que j'ai le pouvoir que j'ai de te rendre meilleur. Tu vois sans doute en moi une beauté inimaginable et bien différente de la grâce que revêt ton aspect physique. Si donc, l'ayant aperçu, tu entreprends de la partager avec moi et d'échanger beauté contre beauté, le profit que tu comptes faire à mes dépens n'est pas mince. À la place de l'apparence de la beauté, c'est la beauté véritable que tu entreprends d'acquérir. Et en réalité, tu as dans l'idée de troquer de l'or contre du cuivre. Mes bienheureux amis, fais bien attention de peur que tu n'ailles t'illusionner sur mon compte, car je ne suis rien. La vision de l'esprit ne commence à être perçante que quand celle des yeux commence à perdre de son acuité. Et tu en es encore assez loin. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un cheminement extraordinaire. Socrate vient de donner, entre guillemets, une leçon à Alcibiade, mais au sens positif, pas négatif. Il vient de lui dire, tu m'offres ton corps pour que je devienne ton maître à penser. Mais tu me donnes du plomb ou du cuivre, et moi je te donne de l'or. Puisque la beauté des âmes est bien supérieure à la beauté des corps. Donc, c'est la première chose à voir. Et il conclut, la vision de l'esprit ne commence à être perçante que quand celle des yeux commence à perdre de son acuité. Et tu en es encore assez loin. Pouvez-vous commenter cela?
Alors, un commentaire? Un commentaire, eh bien, sinon, en quelques mots, eh bien, on peut dire que le cheminement, donc on a vu les anabasmoi qui sont là, et vous avez vu la laideur de Socrate, les anabasmoi qui sont là, donc ce cheminement des beaux corps, celui d'Alcibiade, jusqu'à la belle âme de Socrate qui contemple la science du beau. C'est pour ça qu'il le dit ainsi, et cette image-là, ça reprise par Plotin, notamment les néoplatoniciens, quelques siècles après, 8 siècles après. Eh bien, c'est un échange, véritablement une conversion du regard. On passe de ce regard vers l'extérieur, vers un regard introspectif qui nous ouvre vers l'au-delà du sensible. Et donc, c'est pour cela qu'il y a cette très belle phrase de Socrate pour conclure cet extrait et cet atelier aujourd'hui. La vision de l'esprit ne commence à être perçante que quand celle des yeux commence à perdre de son acuité. Et tu en es encore assez loin. Cela ne veut pas dire qu'il faut être aveugle ou sourd comme Beethoven, ou aveugle comme Borges ou sourd comme Beethoven pour que la vision de l'esprit devienne plus perçante. Ça veut simplement dire qu'il faut savoir faire confiance à la vision de l'esprit et la placer plus haut hiérarchiquement que notre rapport au sens uniquement. Cela veut dire aussi que l'acuité véritable et l'humanité véritable est un cheminement qui n'est pas jamais donné, qui n'est jamais acquis et qui se construit étape par étape, échelon par échelon. Un nouveau message, deux nouveaux messages. On ne voit bien qu'avec le cœur, il y a de ça. Dans Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry est un grand lecteur de Platon. Il y a évidemment cette idée-là. Bon, je dois filer, mais je vous dis merci à tous. Si vous avez des questions, je mettrai cette séance en ligne. Si vous avez des questions, des demandes, si vous êtes intéressé par des philosophes en particulier, on va parler de beaucoup de philosophes en fonction du confinement, ou des musiques en particulier, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on a moins écouté de musique, mais c'était plus une métaphore de la musique puisqu'on l'a dit avant tout. Platon, c'est de la musique pour les sourds. Je vous remercie. Merci bien. Merci Jane. Merci Guy, Mina et Gilles. Merci bien.